TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. L'actualité ce jeudi, la plénière à l'Assemblée nationale, 3 tests internationaux, 2 accords, une convention parcourue par les députés, des tests en rapport avec la mer, la croissance verte. La presse togolaise, comment va-t-elle? L'OTM dresse son rapport. Journalistes, membres du gouvernement, juristes font l'état des lieux à partir des nouveaux tests en vigueur. Exercice à la faveur du 3 mai hier, journée de la liberté de la presse. Et puis, le Rwanda sous les eaux. Les inondations de la nuit dernière ont fait au moins 127 morts, des inondations provoquées par des pluies saisonnières. Voilà, madame, messieurs, pour le programme. Bienvenue. Voici le 20h. Journée studieuse ce jeudi à l'Assemblée nationale. Sur la table des députés, 2 accords, une convention, des projets de loi en rapport avec la mer, avec la croissance verte, 3 tests internationaux au final adoptés par nos parlementaires en plénière. Mais nous reviendrons sur le sujet en préparation. La conférence ministérielle de l'Alliance politique africaine, on en parle encore ce soir dans cette édition. Et pour cause, ce jeudi, le ministre Robert Doucet, face à la presse, est revenu sur les enjeux de cette rencontre de Lomé, l'Afrique dans le monde, les défis de la paix, de la sécurité, le panafricanisme. Arnaud de Kiliou. Avec les hommes des médias, le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, a retracé le contexte de l'Alliance politique africaine initiée par le Togo à la lecture du fonctionnement des organisations internationales. Le fonctionnement de certaines de nos organisations internationales laisse parfois à commenter. Donc nous sommes conscients que sur un plan sous-régional, il y a beaucoup de problèmes, mais certaines des organisations, certains de nos regroupements sous-régionaux et régionaux, voire continentaux, ne répondent pas forcément à ce besoin du continent africain. Donc le président de la République, le président Faure Gnassingbé, a souhaité que le Togo puisse s'approprier ses préoccupations, que le Togo a toujours été dans une dynamique d'aider les pays, surtout sur un plan diplomatique, sécuritaire, économique. Donc nous voulons ici contribuer à assurer à la fois la vision des pères de l'indépendance. 10 pays d'Afrique ont pris part à la rencontre de Lomé, un choix stratégique selon le ministre Robert Doucet pour asseoir la vision du panafricanisme. C'est une initiative informelle qui va chercher à trouver des solutions à des problèmes que certaines de nos organisations n'ont pas trouvés. Donc sur ce plan, je suis optimiste avec vous. Nous avions toutes les chances de réussir. Avec l'émergence des jeunes panafricanistes, l'Afrique s'attend à plus d'égalité, de respect, d'équité et de justice dans ses relations et partenariats. Et la presse, justement, la presse togolaise est précisément, je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, elle fait son état des lieux. Hier, 3 mai, rappelez-vous, c'était la journée de la liberté de la presse. À l'exercice donc, journalistes, membres du gouvernement, juristes, tous partis du rapport de l'Observatoire togolais des médias et des nouveaux tests en vigueur. Ulrich Amiga. Professionnels de médias, juristes et pouvoirs publics échangent sur l'environnement médiatique togolais. Après 12 mois, ils revisitent les différents aspects de l'exercice de la profession. Tout est retracé dans ce rapport 2022. C'est vrai que nous avons beaucoup de confrères qui ont eu des difficultés, aussi bien avec la HAC que devant les tribunaux. Mais nous pouvons dire quand même que c'est plus ou moins assez bien en ce qui concerne la liberté de la presse au Togo, parce que nous avons beaucoup d'éléments pour le dire. Aujourd'hui, vous allez constater quand même que, comme on l'a dit dans notre rapport, il y a quand même des marges de liberté qui sont là, aussi bien dans les émissions, également dans les différentes productions que nous avons au niveau des différents médias. Le rapport est ensuite transmis au ministre de la Communication et des Médias. 30e édition de la Journée de la liberté de la presse, le temps d'une auto-analyse. C'est un rapport qui prouve encore que le travail qui est fait au quotidien est un travail de qualité, qui mérite d'être consolidé. Le rapport a identifié
un certain nombre de défis sur lesquels nous devons continuer là aussi à travailler et le gouvernement jouera sa partition là-dessus. Mais en tout état de cause, le rapport qui a été publié emporte parfaitement notre conviction. Ici, les articles 3, 5 et 156 sur les 181 du nouveau code de la presse retiennent les attentions à l'ère des réseaux sociaux. Est-ce qu'il est nécessaire d'interdire? Alors asseyons-nous ensemble et réécrivons l'article 3 et l'article 156. Mais nous ne pouvons pas le supprimer. Non. Parce que n'oubliez pas une chose. À liberté totale, responsabilité totale, la dépénalisation est d'abord assise sur la concession de la régulation. C'est parce qu'on peut réguler qu'il y a le dépôt légal, qu'il y a la régulation, l'autorégulation, la régulation par la HAC, que nous pouvons dépénaliser. Les terrains sur lesquels nous n'avons aucun contrôle, vous exercez librement et vous répondez librement. Donc si nous sommes d'accord, à ce moment nous nous asseyons et nous voyons comment nous réécrivons ces textes-là. Mais je ne peux pas vous les promettre avant 2 ans. Les textes que nous avons aujourd'hui et qui gouvernent le secteur des médias sont des textes qui ont été construits sur la base de consensus entre les différents acteurs du secteur. Les positions sont plutôt convergentes sur ce que les textes que notre pays s'est donné pour pouvoir réguler le secteur de la presse restent des textes de construction. Loin donc de pencher la balance d'un côté, le principe est bien clair. À toute liberté est attachée une responsabilité. Nul n'est donc au-dessus de la loi. Le droit doit être dit au besoin. Il revient aux professionnels des médias de la façon dont ils se servent des propos sous le couvert de la liberté d'expression pour faire leur article ou bien leur émission. Toute liberté a un cadre. Et bien, le cadre reconnu historiquement parlant, universellement parlant, c'est que votre liberté s'arrête juste là où commence celle des autres. Une presse libre, sans complexe et sans préjugés. C'est toute l'ambition du gouvernement. Des efforts sont orientés dans ce sens. Lesquels efforts reconnus par Reporters sans frontières dans son nouveau classement. Classement dans lequel le Togo enregistre une bonne performance. Il fait un bond de 30 places pour se retrouver 70e pays au monde en matière de liberté de la presse. Ensemble pour affronter le défi dans son espace commun, les pays du Conseil de l'Entente sont à Lomé. Préoccupation partagée, l'extrémisme violent. Quelle approche pour mieux faire face au fléau? À l'ouverture des travaux ce matin, Tazim Nabaga pour le compte rendu. En mai 2019, le gouvernement a mis en place le CIPLEV, le Comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent, un dispositif souple qui vise à éradiquer drastiquement l'extrémisme violent en donnant aux communautés à la base des outils pour résister face à ce fléau. Le plan d'urgence de la région de Savane met en avant des projets de développement en vue de renforcer la résilience des populations. À l'instar du Togo, des dispositifs pareils existent dans tous les autres pays membres du Conseil de l'Entente, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Niger, suite à l'extension et à la poussée djihadiste du Sahel vers les pays côtiers. Cependant, l'efficacité de ces initiatives est limitée par plusieurs facteurs, dont l'un des plus importants est la coordination. Le fait qu'il y a une faiblesse de la coordination, la lutte, si vous voulez, à un certain moment donné, ne pourrait pas bien se mener. C'est pour ça que nous avons fait ce choix de la coordination au niveau de l'espace entente de tous ces acteurs en charge de la sécurité pour les sensibiliser, pour les amener à collaborer, à échanger avec les autres acteurs des États membres. À ce rendez-vous de Lomé pour le compte du 3e round des rencontres régionales pour la prévention de l'extrémisme violent dans l'espace entente, le mot d'ordre est l'échange d'expériences. L'exercice vise à capitaliser les meilleures pratiques dans les 5 pays membres du Conseil de l'Entente en plus du Ghana. L'idée est de faire du dialogue un outil de prédilection dans la prévention de la violence et de gouvernance contribuant à la paix. Le meilleur outil que l'homme ait inventé jusqu'à nouvel avis pour résoudre les tensions et éviter justement que ça ne bascule vers pas seulement des tensions, mais pour certains en tout cas de faire le pas de la violence, c'est d'en discuter, c'est ce dialogue, de comprendre l'autre, comprendre les besoins
et de discuter de comment trouver un chemin. Donc pour nous, c'est vraiment l'essentiel et c'est certainement ce que nous tenons à apporter de plus précieux auprès de nos partenaires dans la région. De ce dialogue de 3 jours, les acteurs vont mieux s'approprier puis dégager des voies et moyens pour renforcer l'approche de prévention de l'extrémisme violent dans l'espace entente. Le Togo, qui s'inscrit dans cette dynamique d'anticipation, mise beaucoup sur la sensibilisation. J'ai parlé de CIPLEV. Il y a des ateliers, il y a des séminaires qui s'organisent, pas seulement dans la région des Savanes, mais dans presque la région de la Kara et la région centrale. Pour, dans un premier temps, travailler avec la jeunesse, travailler avec les élus locaux, travailler avec les femmes, pour leur dire, voilà, aujourd'hui, on a un fléau qui est rampant, qui peut arriver n'importe où. Quand on est prévenu, on se prépare davantage, on se prépare, on se tient prêt pour faire face. Les travaux vont également porter sur les réponses de fond face à la menace extrémiste, la complémentarité des rôles des différents acteurs ainsi que les enjeux de la prévention de la violence au niveau local. Les assises bénéficient de l'appui de la Confédération suisse depuis 2018. Et je vous l'annonçais en début de journal tout à l'heure, journée chargée pour les députés à l'Assemblée nationale. Et sur la table donc de nos députés, 2 accords, une convention, des projets de loi en rapport avec la mer, avec la croissance verte, 3 tests internationaux au final adoptés par nos parlementaires en plénière. Donc, les précisions dans ce compte rendu de Dodo Arel. 2 ministres devant la représentation nationale. Le ministre en charge de l'environnement et celui de l'économie maritime et de la protection côtière. Ils sont là pour expliquer aux députés la nécessité pour le Togo d'adhérer à 3 mécanismes internationaux. L'accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international du droit de la mer, la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et l'accord sur la création de l'Institut mondial de la croissance verte. Le Togo a plusieurs avantages à tirer des 3 tests. Par rapport à l'Institut mondial de la croissance verte, le ministre de l'Environnement se prononce. L'Institut va nous faciliter dans tous les domaines à monter tous les projets. Nous, on a des projets, c'est vrai, mais comment on va les mettre en forme pour attirer le bailleur, en tout cas ceux qui gèrent les fonds verts. Quant à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, la pêche togolaise en sortira gagnante. Cette convention internationale va favoriser la protection et la conservation des ressources halieutiques, notamment les thons, et réduire la pêche illicite. Des privilèges et immunités en haute mer, le Togo va en bénéficier également avec le Tribunal international du droit de la mer. L'adhésion à cet accord va permettre au pays de contrôler ses frontières maritimes et de gérer efficacement les litiges liés à son espace maritime. Les groupes parlementaires ne trouvent pas d'inconvénients à ces tests. Ces 3 adhésions viennent renforcer à titre préventif les dispositions pouvant permettre à notre État de prévenir, de réclamer et de protéger, dans une certaine mesure, ses droits. Le groupe parlementaire UFC trouve ces démarches responsables et encourage le gouvernement dans cette logique. Confiant que ces 3 projets de loi permettront une bonne visibilité de notre pays sur le plan international, mais aussi pourront assurer à nos populations la jouissance dans la sécurité et la sérénité des activités liées à la mer, je demande donc aux députés de notre groupe parlementaire NED-PDP d'apporter un vote favorable. Les 3 projets de loi sont caractéristiques des enjeux nationaux, communautaires et internationaux dont le Togo ne peut se défaire. Au regard de l'intérêt que revêtent tous ces projets de loi pour notre pays, le groupe parlementaire majoritaire Union pour la République UNIR, toujours disposé à accompagner le chef de l'État dans son ambition de développer davantage notre pays, apportera ses suffrages aux 3 textes suscités. Tous ceux qui sont pour. Le vote est unanime. Le gouvernement apprécie l'approbation des députés aux 3 tests. Permettez-moi, avec mon collègue ministre de l'Environnement et aîné, de vous remercier, de saluer l'engagement de la noble institution qu'est la représentation nationale à accompagner de façon positive et constructive le gouvernement dans l'exécution de sa politique de développement intégré de notre pays. Permettez-moi également de remercier les honorables députés
pour leur vote massif et plus particulièrement les membres de la Commission des relations extérieures de la coopération chargés de l'étude des projets de loi pour leur travail minutieux et porteur. Merci de continuer de doter le gouvernement des outils indispensables à lui permettre de garder le cap de la réalisation de sa feuille de route objectif 2025. À la présidente de l'Assemblée nationale de saluer à son tour la pertinence des tests que le gouvernement soumet au vote à l'Assemblée nationale. Au nom de l'institution, nous vous prions de bien vouloir transmettre au président de la République, son Excellence M. Forrestal Ziminania Singé, la reconnaissance de la représentation nationale pour toutes les actions salutaires mises en œuvre au jour le jour et qui sont matérialisées par les projets de loi qui nous sont transmis et dont la pertinence des différents choix montre sa volonté de nous amener toujours plus loin. L'adhésion du Togo à ces accords et conventions n'est plus qu'une question de temps. Voilà, la séance à l'Assemblée nationale, la plénière, le compte-rendu de Dodo Waré. Ne dites plus RMP, dites plutôt ACOP. Eh bien, c'est la nouvelle dénomination de l'autorité de réglementation de la commande publique. Un changement de nom accompagné d'un ensemble d'innovations. Les nouveaux tests font actuellement objet d'explications à travers le territoire. L'étape de Cara et le compte-rendu de Désiré Aloya. L'autorité de régulation des marchés publics ARMP, suite aux réformes engagées en 2021 au sein de l'institution, change de dénomination. ARMP devient ARCOP, autorité de régulation de la commande publique. Outre la dénomination modifiée, d'autres réformes ont été aussi introduites dans la commande publique. Un ensemble de dispositions apportées à la connaissance des différents acteurs, maires, secrétaires généraux des communes, opérateurs économiques et autres autorités contratantes dans la région de la Cara, dans l'objectif de les amener à se familiariser avec les modifications apportées pour mieux se conformer. Les nouveaux textes ont pris en compte l'évolution de la pratique des marchés publics dans notre zone UEMOA. On pris également en compte diverses études menées par le gouvernement qui ont révélé certains aspects qu'il faut consolider. Et surtout, ça a pris en compte les remarques. Pour passer un marché avant, il y a un délai. Et donc maintenant, on a réduit considérablement ces délais pour permettre la célérité, pour que quand les crédits soient mieux consommés et aussi que les acquisitions soient plus performantes économiquement. Donc c'est les aspects majeurs qui ont été introduits dans cette réforme, sans oublier la professionnalisation. On veut que ce soit des gens professionnels, expérimentés, qui soient dédiés totalement à ces métiers-là pour l'efficacité des acquisitions. Avec ces innovations introduites, les procédures sont simplifiées et les projets seront réalisés dans le temps. Lorsque vous voulez mener une action, que cela soit soutenu par un texte. Nous avons d'abord les directives de l'UEMOA, nous avons les lois et nous avons les décrets d'application. Nous osons croire que tout ce dont nous aurons besoin pour la gestion de nos biens publics soit dedans, pour que nous puissions, disons, passer nos marchés avec beaucoup plus de transparence. Entre autres innovations introduites, la célérité des procédures. Les uns et les autres disposent alors des acquis devant leur permettre de mieux assimiler les différents mécanismes relatifs aux textes régissant la commande publique. Et dans la commande publique, le secteur informel prend bien sa part. Un secteur informel tout de même à mieux organisé pour une meilleure contribution au développement. Comment y aller? Quelle approche? Question aux experts de la CEDEAO est réunie à Lomé justement sur le sujet. Les précisions, Clarisse Atticlé. La contribution du secteur informel au PIB des pays africains est estimée en moyenne entre 40 et 60%. C'est également un important vivier d'emploi, mais qui demeure souvent vulnérable. En vue d'une exploitation optimale des opportunités offertes par le secteur informel, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, veut accompagner les pays à travers des politiques et stratégies clés. Elle cible à terme une meilleure structuration et organisation du secteur informel.
Les experts des 15 pays de la CEDEAO s'y attellent à Lomé. Il y a un problème d'identification, de réglementation de ce secteur. Nous ne faisons pas une focalisation sur l'aspect fiscalisation, mais également organisation, pour leur permettre d'être plus productifs, pour leur permettre également d'être mieux protégés, pour que ces acteurs puissent exercer, pouvoir bénéficier des fruits de leur activité. Et tout cela va contribuer au développement durable de nos pays. C'est de les encourager à avoir des structures, même des ministères, dédiés à leur organisation. Tout est parti d'une étude approfondie du secteur informel. Les experts ouest-africains, après analyse, proposeront des réformes des politiques innovantes contextualisées dans le sens de la formalisation. Sur ce point, le Togo a pris de l'avance. L'apport significatif du secteur informel dans l'économie togolaise a connu des avancées significatives ces dernières années et a été vraiment pris en compte. Cela a déjà commencé par la création d'une délégation à l'organisation du secteur informel dès 2006, qui a été érigée à partir de 2017 en secrétariat d'État, puis en ministère auprès du président de la République. Cela montre à quel point le Togo est un des rares pays de la sous-région à avoir pris à bras le corps la problématique et dédié tout un département ministériel à la problématique. Pour notre pays, le secteur informel représente 80% de l'activité économique. Mais il est souvent caractérisé, et c'est le cas de plusieurs autres pays, par une absence de réglementation et de sectorielle de certaines activités et l'absence également de protection sociale pour les travailleurs qui sont généralement issus du secteur informel. Pour remédier à cette situation, le gouvernement togolais a mis en place toute une série de mesures, notamment une réforme inscrite sur la feuille de route 2020-2025 qui vise à améliorer les mécanismes d'accompagnement au TPM. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, travaillera également pour faciliter l'accès du secteur informel au financement. Réunis eux aussi et toujours à Lomé, les acteurs du marché financier régional réunis pour analyser le rapport de l'étude et diagnostic du cadre juridique de la titrisation dans l'espace communautaire. C'est plutôt un langage pour les initiés. Plus d'explications avec Carmen Madiakabou. Les innovations technologiques contribuent à redynamiser le marché bancaire et financier. L'intermédiation s'appuie sur les outils technologiques tels que le blockchain, les crypto-monnaies, l'intelligence artificielle, la big data, la téléphonie mobile et Internet pour relever le défi de l'inclusion financière. Il convient donc de faire l'état des lieux des innovations technologiques et leur interaction avec l'inclusion financière. Le FONI, Forum international de l'intermédiation, du numérique et de l'innovation, offre le cadre aux acteurs du monde financier d'échanger sur la question. Nous nous réunissons encore au Togo, à Lomé, pour pouvoir parler de ces sujets avec des experts qui vont partager avec nous leurs expériences. Les attentes, c'est vraiment plus une meilleure compréhension des enjeux en matière d'innovation et en matière de technologie. Sur ce panel, l'on examine les initiatives de régulation existantes, les mécanismes mis en place pour répondre aux préoccupations de sécurité des transactions et des acteurs. La protection des données à caractère personnel constitue aujourd'hui des enjeux cruciaux pour asseoir la confiance des usagers pour une meilleure inclusion financière par le biais de l'intermédiation. Avec l'évolution technologique, on voit bien qu'il est plus facile de mettre en relation les agents économiques qu'avant. Il est plus facile d'avoir accès à l'information pour faire des projets qu'avant. Il est plus facile et moins coûteux de posséder l'information et de l'utiliser. Donc, quelque part, la technologie est venue rapprocher les agents économiques. Le FONI, Forum international de l'intermédiation, du numérique et de l'innovation, est à sa deuxième édition. Il va permettre à la GOTA de la finance africaine de retracer les innovations technologiques sur lesquelles s'appuie l'intermédiation bancaire et financière et l'environnement technique et juridique dans lequel elles évoluent afin de mesurer leur réelle valeur ajoutée dans le processus de l'inclusion financière en Afrique.
Il est 20h24 à l'étranger. On en vient maintenant à notre troisième titre, les inondations au Rwanda. Les secours se poursuivent. Au moins 127 personnes ont été tuées, de nombreuses maisons détruites, des routes coupées. Ces inondations doublées de glissements de terrain ont été provoquées par de fortes pluies saisonnières. Regardez. Ils tentent de sauver les derniers biens qui leur restent. Ces habitants du district de Rubavu, l'un des plus touchés du pays, n'ont pas été épargnés par les fortes averses de ces derniers jours. Le bilan est lourd et les dégâts colossaux. Des maisons emportées et des routes détruites en raison des inondations ou des glissements de terrain. Je n'ai pas d'argent pour louer une maison, pas de mari, pas d'enfants. Je ne sais pas où aller. Cette catastrophe a été dangereuse pour nous. Comme vous le voyez, je n'ai plus rien. Plus de lit, plus de maison. Je suis venue ici pour travailler. Je suis en sécurité, mais tous mes biens ont disparu. Ces catastrophes mortelles sont très courantes dans ce pays d'Afrique de l'Est, notamment pendant la saison des pluies. 60 personnes ont déjà perdu la vie cette année entre janvier et avril. Ici, à Rubavu, la rivière Sebaya est sortie de son lit quelques kilomètres plus loin. Les habitants ont été surpris. Ma femme se tenait près de la fenêtre lorsque l'eau a pénétré dans la maison. Elle est tombée et alors que j'essayais de sortir mon enfant hors de la maison, j'ai été poussé par le courant. J'ai eu de la chance. Heureusement que j'ai pu sortir et que je suis sain et sauf, même si je me suis blessé aux jambes à cause de certains arbres. De fortes pluies sont prévues pendant les 10 prochains jours selon une agence de météo locale. Les opérations de secours continuent, mais plusieurs routes qui relient la capitale à l'ouest du pays et donc aux zones sinistrées restent bloquées par les éboulements. Le conflit au Soudan et cette nouvelle annonce, un accord de principe pour une trêve d'une semaine à compter de ce jeudi. Elle devrait permettre aux deux généraux belligérants de nommer des représentants et d'ouvrir des discussions. Mais une seule question taraude les esprits, cette trêve-ci sera-t-elle respectée ? Faut-il réellement s'attendre à une pause dans les combats au Soudan ? L'espoir subsiste avec cette nouvelle trêve d'une semaine censée entrer en vigueur jeudi. Elle a été annoncée par le Soudan du Sud, médiateur dans ce conflit. Face à cette guerre que se livrent l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, l'Union africaine s'active aussi pour tenter de trouver une issue. Notre priorité aujourd'hui est de faire respecter et prolonger le cessez-le-feu. Ensuite, assurer l'assistance humanitaire. Faire respecter la trêve, personne n'y est jusqu'ici parvenu depuis le 15 avril et le début des combats. En tout cas, elle n'est pas la première. Elle doit être 5e ou 6e. Et les précédentes n'ont pas été respectées. Malheureusement, pour les Soudanais, c'est l'enlisement. Ils se battent autour des symboles du pouvoir, le siège de la présidence de la République, le commandement en chef, le siège de l'armée. Les Nations Unies ont publié des chiffres alarmants. Aujourd'hui, à l'intérieur du Soudan, on compterait au moins 330 000 déplacés. 100 000 habitants auraient fui vers les pays voisins, comme ici, en direction de l'Égypte. La communauté internationale craint un exode massif, alors que le conflit a plongé le pays, l'un des plus pauvres au monde, dans une véritable catastrophe selon l'ONU. Et direction maintenant Pékin. Sur place a eu lieu la signature d'un mémorandum d'entente et c'est le secrétaire général du Conseil de l'entente et le PDG d'une entreprise chinoise qui ont apposé leur signature. Et c'est pour réaliser un projet d'envergure en Afrique de l'Ouest, la boucle ferroviaire de l'entente. Uri Chamigan. Un acte posé en terre chinoise pour concrétiser une ambition ouest-africaine. Après des heures de discussion, le secrétaire général du Conseil de l'entente, Marcel Amontano, et le PDG de CCECC, une entreprise chinoise, marquent un pas important, le mémorandum d'entente. La première étape de l'étude de faisabilité du projet ferroviaire de la boucle entente au profit de 5 pays de la sous-région. Nous engageons à bien travailler main dans la main pour la réalisation du projet de boucle ferroviaire. Qui est un projet très important pour nos pays et auquel nos chefs d'État accordent une attention toute particulière. Je pense que ce projet va permettre d'améliorer la fluidité de circulation des personnes et des biens entre les 5 pays du Conseil de l'entente et pourquoi pas
impacter une meilleure fluidité de circulation entre les 15 pays de la CEDEAO. Le choix porté sur l'entreprise CCECC est motivé par son expertise dans la construction de chemins de fer. Abuja Kaduna, Tanzanie, Zambie et Éthiopie Djibouti en sont des illustrations. Ce déplacement à Pékin a aussi été une occasion pour la délégation de s'entretenir avec la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Puis une séance de travail avec le secrétaire général du comité de suivi chinois du Forum sur la coopération sino-africaine. Principal objectif, voir la possibilité d'inscrire le projet de la boucle ferroviaire dans la liste des 10 projets d'interconnexion à réaliser. Les loisirs maintenant pour refermer cette édition, les loisirs et ses kits remis au chef canton dans le Grand Lomé dans la région maritime. Et c'est une opération du ministère des Sports. Les précisions avec Sonia Aménipo. Ludo, Bruscambile, communément appelé Sipa, jeu de dames, Awale ou Adito et bien d'autres. Ces jeux, dits de loisirs autrefois délaissés, connaissent un regain d'intérêt au sein de la population. Pour accompagner la dynamique, le ministère des Sports et des Loisirs lance ici le projet Opération Un canton, un kit de loisirs. Ces kits sont composés de damiers, de ludo, d'awalé et des cartons de cartes. Je vais dire merci au chef de l'État qui ne ménage aucun effort à faire régner la paix au Togo. Il y a les soucis, les stress et autres là, mais au cours des jeux, ces stress et les soucis diminuent. Pour moi, ces kits de loisirs sont très importants pour les communautés. Il faut dire de par le passé, le côté loisir est laissé pour compte. Mais avec notre ministre, le côté loisir bouge. Ce don de kit vient à point nommé pour pouvoir vulgariser les disciplines de loisirs sur le territoire national. Pour la ministre des Sports et des Loisirs, le gouvernement attache du prix à ces jeux de loisirs, d'où l'intérêt de ce projet. En initiant ce projet, le ministère chargé des loisirs entend se servir des loisirs pour favoriser de nouvelles formes de participation sociale plus volontaires. Avec ce projet, le gouvernement positionne les loisirs comme une grande cause nationale qui va désormais contribuer au même titre que les autres secteurs. Je voudrais exprimer ma gratitude au président de la République pour son ambition forte pour les loisirs et sa vision transformatrice de l'écosystème des loisirs togolais pour en faire un maillon essentiel d'un Togo émergent. Ce projet, lancé aujourd'hui, est le premier d'une série de 4 qui se dérouleront les prochains jours à Atakpamé, Kara et Dapaon. Et ceci referme cette édition du soir. Attention, il pleut des cordes par endroits. Attention donc sur nos routes. Prudence. Et merci à vous qui nous suivez ce soir à Rarotoé dans le Vaud, à Amadinta dans le Grand Lomé. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée chez vous.